3 enfants sauvages, un mafieux impitoyable et épuisé, et un compte en banque à découvert. Telle était l'équation qui a ruiné la vie de Cassidy Hart, ou l'a sauvée. On disait que Larkin Morris était un monstre, un homme qui dirigeait la pègre de la ville d'une main de fer, mais qui était incapable de gérer son propre salon. Aucune nounou ne tenait plus de 48 heures. La dernière était partie en ambulance. Mais Cassidy n'était pas seulement une nounou. C'était une mère qui n'avait plus rien à perdre et qui tenait une poêle à la main. Lorsque l'homme le plus redouté de New York a pointé son arme sur elle dans sa propre cuisine, elle n'a pas crié. Elle lui a simplement demandé comment il aimait ses œufs. Voici l'histoire d'une serveuse fauchée qui a apprivoisé la bête, non pas par la séduction, mais par le petit déjeuner. La pluie fouettait la vitre fissurée du Jerry's Diner sur la 4e rue, un battement de tambour incessant qui correspondait au mal de tête lancinant derrière les yeux de Cassidy Hart. Il était 23h45 un mardi soir. Le restaurant sentait la graisse ronce, le produit de nettoyage au citron et la laine humide de la foule nocturne. Cassidy essuya la table 6 pour la 3e fois. Son poignet lui faisait mal. Elle avait 26 ans, mais dans le reflet du distributeur de serviettes, elle en paraissait 40. Des cernes sombres marquaient la peau sous ses yeux et sa queue de cheval blonde s'effilochait sur les bords, tout comme sa santé mentale. « Hé, chérie, mon café est froid », grogna l'homme à la table 4. C'était un habitué, un homme nommé Frank, qui donnait des pourboires en pièces de 500 et reluquait les serveuses. « Je vais vous en apporter un autre, Frank », dit Cassidy d'une voix tendue. Elle retourna à son poste, ses chaussures orthopédiques grinçant sur le linoléum. Elle consulta discrètement son téléphone. Une nouvelle notification de la First National Bank. Solde du compte, moins 412 $. Des frais de découvert avaient été prélevés. Son estomac se noua si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Le loyer de son studio dans le Queens était dû dans 3 jours. Son fils Toby avait besoin de nouveaux inhalateurs. La marque générique ne fonctionnait pas et les sifflements provenant de sa poitrine la nuit dernière l'avaient empêché de dormir jusqu'à l'aube. Cassidy, commande prête. Le cuisinier, un homme en sueur nommé Dave, posa bruyamment une assiette de pain de viande sur le passe-plat. Elle attrapa l'assiette, l'esprit occupé par l'avis d'expulsion posé sur le comptoir de sa cuisine. Elle se retourna trop vite. Tout se passa au ralenti. Sa hanche heurta le coin du comptoir. L'assiette de pain de viande recouverte d'une épaisse sauce brune lui échappa des mains. Il n'a pas touché le sol. Il a touché le costume de l'homme qui venait d'entrer. Le silence qui s'est abattu sur le restaurant de Jerry était absolu. L'homme était grand, facilement 1,90 m, vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que le restaurant lui-même. La sauce a coulé le long du revers de sa veste, goûtant sur ses chaussures en cuir italien immaculé. Cassidy s'est figée. Elle a porté la main à sa bouche. « Oh mon Dieu, monsieur, je suis vraiment désolée. » Elle attrapa un chiffon sale et taché de graisse, et se précipita pour essuyer la tache. « Ne me touchez pas, » dit l'homme. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait le poids d'un marteau. Il la regarda. Ses yeux avaient la couleur de l'eau glacée de l'Atlantique. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air mortel. Derrière lui, 2 autres hommes en costume s'avancèrent, les mains crispées vers l'intérieur de leur veste. Le propriétaire du restaurant, Jerry, sortit en courant de l'arrière-boutique, le visage pâle. Jerry savait qui venait d'entrer dans son restaurant. Tout le monde dans le quartier le savait. « Monsieur Morris », balbutia Jerry, transpirant abondamment. « Je suis vraiment désolé. Elle est nouvelle. C'est une idiote. Je paierai pour le costume. S'il vous plaît, Morris. » Cassidy pâlit. Larkin Morris, le chef de la famille criminelle Morris, l'homme que les journaux appelaient Teflon Don, parce que rien ne lui collait à la peau. Larkin arracha le morceau de pain de viande de sa poitrine et le jeta par terre. Il regarda Cassidy. Il la regarda vraiment pendant une fraction de seconde. Il ne vit pas une personne, il vit un désagrément. « Fais-la sortir d'ici, Jerry, » dit calmement Larkin, « avant que je ne perde mon appétit. »« Tu es viré, » lui cria Jerry en rougissant. « Prends tes affaires et pars, Cassie. »« Maintenant, Jerry, s'il te plaît, » supplia Cassidy, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de ce travail. Les médicaments de Toby sont arrivés. » Cassidy regarda Larkin. Il ne la regardait même pas. Il se dirigeait déjà vers une cabine, déboutonnant sa veste ruinée comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, Cassidy se tenait dans la ruelle derrière le restaurant, la lourde porte métallique claquant derrière elle. La pluie trempa instantanément son uniforme fin. Elle tenait une boîte avec son tablier et un sac de chips à moitié mangé. Elle était virée. Elle était fauchée. Et elle venait d'agresser un parrain de la mafia avec un pain de viande. Elle marcha les 6 pâtés de maison jusqu'au métro,
son téléphone vibrant. C'était sa voisine, Madame Higgins, qui surveillait Toby. « Cassie, tu dois rentrer à la maison. » Toby a de la fièvre et le propriétaire est encore passé. Il dit que s'il n'a pas l'argent vendredi, il changera les serrures. Cassidy s'est appuyée contre le mur couvert de graffitis de la station de métro et a glissé jusqu'à toucher le béton. Elle a pris sa tête entre ses mains. Elle n'a pas pleuré. Elle était trop fatiguée pour pleurer. Elle avait besoin d'un miracle, ou tout au moins d'un emploi qui lui permettrait d'être payée immédiatement en espèces. Elle a sorti son téléphone et a ouvert l'application des petites annonces locales, faisant défiler les arnaques et les sollicitations. Ses yeux se sont brouillés jusqu'à ce qu'un titre en gras attire son attention. Il avait été publié il y a 12 minutes. Nourrice à domicile recherché de toute urgence. Salaire élevé payé en espèces chaque semaine. Accord de confidentialité requis. Doit savoir s'occuper d'enfants difficiles. Postulé en personne. 428 Blackwood Lane, Staten Island. Il était 1 heure du matin. Qui pouvait bien interviewer des nounous à 1 heure du matin? Des enfants difficiles, murmura-t-elle. Elle pensa à Toby, qui était un ange, mais elle avait grandi avec 3 frères dans un parc de mobile homes. Elle savait ce qu'était la difficulté. Elle regarda l'adresse, Staten Island, le quartier riche. Il lui restait $1,50 et 50 cents sur sa carte de métro, juste assez pour s'y rendre. Elle se leva, essuya la pluie sur son visage et resserra sa queue de cheval. Elle ne le savait pas encore, mais elle se dirigeait droit vers la gueule du loup. Le portail du 428 Blackwood Lane n'était pas un portail. C'était l'entrée d'une forteresse. Des barres de fer s'élevaient à 6 mètres dans les airs, surmontées de pointes qui semblaient assez acérées pour transpercer le ciel. Une caméra bourdonna lorsque Cassidy s'approcha. Elle appuya sur le bouton de l'interphone, ses baskets bon marché pataugeant dans la boue. « Indiquez le but de votre visite », grésilla une voix grave. « Je suis ici pour l'annonce de Nounou », cria Cassidy pour couvrir le bruit du vent. « Celle qui a été publiée en ligne. » Il y eut un long silence. Puis un buzzer retentit et les lourds portails s'ouvrirent en grinçant. L'allée était un demi-mile sinueux d'asphalte bordé de haies soigneusement taillées qui ressemblaient à des soldats sombres sous la pluie. Au bout se trouvait un manoir qui ressemblait moins à une maison qu'à un mausolée. Des piliers en calcaire, des fenêtres sombres. Cassidy monta les marches. Avant qu'elle n'ait pu frapper, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme d'une 50aine d'années se précipita dehors. Elle portait un cardigan sobre et serrait un chapelet dans sa main. Ses cheveux étaient ébouriffés et semblaient recouverts d'une substance visqueuse verte. « Non, plus jamais !» hurla la femme en bousculant Cassidy. « Ce sont des démons, de vrais démons. Gardez votre argent. » La femme descendit l'allée en courant et disparut dans l'obscurité. Cassidy resta sur le paillasson, clignant des yeux. Puis, une voix rugit de l'intérieur. Cassidy prit une profonde inspiration. Elle pensa à la respiration sifflante de Toby. Elle entra. Les halls d'entrée étaient magnifiques. Sol en marbre, lustre de la taille d'une bouèque et œuvre d'art digne du Met, mais le chaos détruisait l'élégance. Un vase était brisé près des escaliers. Une traînée de papier toilette était drapée sur un buste de Jules César. Au centre du hall se tenait un homme. Il lui tournait le dos, versant un liquide ambré dans un verre en cristal. Il portait un t-shirt noir qui moulait ses larges épaules et un pantalon de survêtement gris. Il avait l'air épuisé. Il se retourna. Le cœur de Cassidy s'arrêta. C'était lui, le type au pain de viande. Larkin Morris. Il plissa les yeux en la reconnaissant. Le verre s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Tu te moques de moi ?» La serveuse. « Cassidy. » Elle corrigea sa voix, tremblant légèrement. « Je m'appelle Cassidy. Tu as ruiné un costume à $6,000 il y a 3 heures, » dit Larkin en buvant une gorgée. Il ne lui en proposa pas. « Et maintenant, tu es ici pour ruiner mes enfants. Je suis ici pour le travail. » L'annonce disait « urgent ». L'annonce était pour une nounou, pas pour une catastrophe ambulante. Il fit un geste de la main pour la congédier. « Sortez. Je paierai votre taxi pour rentrer chez vous. Laissez-moi tranquille. » Crash. Un bruit sourd retentit en haut du grand escalier. Cassidy leva les yeux. 3 garçons se tenaient sur le palier. C'étaient des triplés, identiques dans leur beauté menaçante. Cheveux noirs, yeux noirs et visages qui ressemblaient à ceux d'anges déchus. Ils ne devaient pas avoir plus de 6 ans. L'un d'eux tenait un extincteur, un autre tenait une batte de cricket. Le troisième tenait un seau contenant ce qui semblait être de la peinture rouge. « Qui est-elle » demanda celui qui tenait la batte. « Une autre victime ?» Celui qui tenait la peinture sourit narquoisement. « Les garçons, » avertit Larkin, sa voix baissant d'une octave. « Allez vous coucher maintenant. »« Faites-nous le plaisir, » défia celui qui tenait l'extincteur.
Il tira la goupille. Larkin tressaillit. Il ressemblait à un homme qui commandait des armées de tueurs, mais il était terrifié par 3 élèves de CP. Dante remit la goupille en place. Non. Dante serra la poignée. Un nuage de poussière chimique blanche explosa au-dessus du balcon, tombant en pluie sur le hall d'entrée en marbre. Larkin jura, protégeant son verre. Cassidy ne broncha pas. Elle ne s'enfuit pas comme la femme au chapelet. Elle siffla. C'était un son aigu et perçant, du genre de ceux qu'elle utilisait pour mettre fin aux bagarres dans le bar à 3 heures du matin. Il couvrit le sifflement de l'extincteur. Les triplés se figèrent. Larkin la regarda, surpris. Cassidy marcha jusqu'au bas de l'escalier. Elle posa une main sur sa hanche et pointa un doigt vers Dante. « C'est un extincteur à poudre chimique, » dit-elle d'une voix claire et forte. « Il contient du phosphate monoammonique. Si vous en respirez trop, vos poumons brûleront, votre gorge enflera et vous passerez la nuit aux urgences avec un tube enfoncé dans la trachée. C'est ce que vous voulez? » Dante cligna des yeux. La menace faiblit. « Non. »« Alors lâchez-le, » ordonna-t-elle. « Maintenant. » Dante regarda ses frères. Ils avaient l'air confus. Personne ne leur avait jamais parlé ainsi. D'habitude, les gens suppliaient ou criaient. Dante lâcha l'extincteur. Il tomba bruyamment. « Et toi? » Elle désigna celui qui tenait le pot de peinture. « Si cette peinture touche le tombe, tu la frotteras avec une brosse à dents jusqu'à tes 30 ans. Tu m'as comprise? » Le garçon baissa le seau. « Allez dans vos chambres, » dit Cassidy. « Je monte dans 5 minutes. Si vous n'êtes pas couchés, je jette toutes les consoles de jeux vidéo que je trouve. Mettez-moi à l'épreuve. » Elle les fixa du regard. C'était une impasse. La serveuse contre les héritiers Morris. Les garçons se retournèrent et coururent. Non, ils ne marchèrent pas. Ils coururent vers leur chambre. Le silence revint dans le hall, à l'exception de la poussière blanche qui retombait. Cassidy se retourna vers Larkin. Il la fixait, la bouche légèrement ouverte. Son air agacé avait disparu, remplacé par une curiosité calculatrice. « Vous savez ce qu'est le phosphate monoammonique? » demanda-t-il. « Je lis beaucoup, » mentit-elle. Elle le savait parce que son frère avait mis le feu à un garage une fois. « Et j'ai un enfant de 5 ans. Je sais quand un enfant bluffe. » Larkin fit tourner son verre. Il s'approcha d'elle. Le crissement de la poussière chimique sous ses pieds nus résonnait. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Elle pouvait sentir l'odeur du whisky coûteux et le parfum léger de la poudre à canon et du bois de santal. Il était intimidant par sa taille, dégageant une chaleur et une puissance qui lui donnaient la chair de poule. Ils avaient fait fuir les 4 dernières nounous en 2 jours, dit-il. L'une d'elles était une ancienne gardienne de prison. « Les enfants sentent la peur, » dit Cassidy. « Je n'ai pas le luxe d'avoir peur en ce moment, Monsieur Morris. »« Larkin, » corrigea-t-il. Il scruta son visage, à la recherche de failles. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous savez qui je suis. Vous savez ce que je fais. Je sais que vous êtes un homme qui a besoin d'une nounou, » dit-elle en soutenant son regard. « Et je suis une femme qui a besoin d'argent. Je me fiche de votre travail. Je me soucie du salaire. C'est dangereux ici. Je vis dans un immeuble sans ascenseur dans le Queens, avec une serrure cassée à la porte d'entrée. Le danger est relatif. » Larkin eut un petit rire sec. Il vida son verre d'un trait. « Très bien, dit-il. Le salaire est de 3 000 $ par semaine, en espèces. Vous vivez ici. Tu t'occupes d'eux. Tu ne poses pas de questions sur mes visiteurs. Tu n'entres pas dans mon bureau et tu ne descends jamais, jamais au sous-sol. 3 000 $ par semaine. Cela allait changer sa vie. Cela couvrait les frais de scolarité de Toby. Cela représentait un avenir. « Marché conclu, » dit-elle. « Ne te mette pas trop à l'aise, » l'avertit Larkin en se détournant pour partir. La dernière pensait aussi pouvoir les gérer. Ils ont mis une tarentule dans son lit. Il s'arrêta à la porte de son bureau. « Tu as 48 heures, Cassidy. Si la maison est toujours debout et que mes fils sont toujours en vie, tu auras le poste définitivement. Sinon, eh bien, tu sais où est la sortie. » Il claqua la porte. Cassidy se retrouva seule dans le hall poussiéreux. Elle expira l'air qu'elle retenait depuis 10 minutes. Ses mains tremblaient. Elle monta les escaliers en passant devant l'extincteur abandonné. Elle trouva la pièce dans laquelle les garçons s'étaient réfugiés. Tout était calme, trop calme. Elle poussa la porte. Un seau d'eau posé en équilibre sur le haut du cadre de la porte se balança vers le bas. Cassidy l'attrapa. Elle ne l'attrapa pas avec grâce, mais ses réflexes avaient été aiguisés par le fait d'esquiver et d'attraper des mains au restaurant. Elle attrapa le bord du seau juste avant qu'il ne se renverse sur sa tête. De l'eau se déversa sur son épaule, mais elle resta presque sèche. 3 paires d'yeux la fixaient depuis 3 lits en forme de voiture de course. Ils avaient l'air déçus. Cassidy posa le seau sur le sol. Elle ne sourit pas.
Bien essayé, dit-elle. Demain, nous prendrons le petit déjeuner à 7 heures. Si vous êtes en retard, vous mangerez des flocons d'avoine crue. Bonne nuit. Elle ferma la porte. Elle s'appuya contre le mur du couloir et glissa le long du mur, serrant sa poitrine. Qu'est-ce que j'ai fait? La cuisine du domaine Morris était conçue pour un chef étoilé au guide Michelin, mais on aurait dit qu'elle n'avait pas vu de légumes frais depuis l'administration Bush. Les appareils électroménagers en acier inoxydable étaient froids et ne portaient aucune empreinte digitale. Le garde-manger ne contenait rien d'autre que des protéines en poudre, du whisky haut de gamme et, inexplicablement, 300 boîtes de céréales sucrées. Cassidy se tenait au milieu de la pièce à 6h30. Elle avait dormi 4 heures dans la chambre d'amis, barricadant la porte avec un fauteuil lourd au cas où. Elle portait son uniforme du restaurant, lavé dans l'évier et séché au sèche-cheveux, car ses propres vêtements étaient encore dans un sac de voyage près de la porte. Elle attacha ses cheveux, se lava les mains et ouvrit le réfrigérateur. C'était lamentable. Un pot d'olive, un carton de lait périmé depuis 2 jours et un pack de 6 bières. Rich, marmonna-t-elle en secouant la tête. De l'argent pour des Ferrari, mais pas pour des œufs. Elle trouva un deuxième réfrigérateur dans le garde-manger. Celui-ci était mieux rempli. Du bacon, une caisse d'œufs, de la crème épaisse et du cheddar. Cassidy se mit au travail. Cuisiner était la seule chose qui avait du sens dans sa vie. Même si le monde s'écroulait, les oignons se faisaient toujours sauter de la même manière. Le bacon grésillait toujours à la même température. C'était une chimie qu'elle pouvait contrôler. Elle trouva une poêle en fonte qui semblait neuve et la posa sur la cuisinière. L'odeur du bacon frit se répandit rapidement dans la maison stérile, une bouffée de vie chaude et fumée dans le moralisme. Elle retournait la 3e crêpe lorsqu'elle entendit le plancher craquer derrière elle. Ce n'était pas les pas maladroits d'un enfant. C'était le mouvement silencieux et prédateur d'un gros animal. Cassidy se retourna, la spatule à la main. Elle se retrouva face au canon d'un Sig Sauer P220C. Len Morris se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu uniquement d'un pantalon de pyjama taille basse. Son torse était nu, révélant une tapisserie de tatouages qui racontait des histoires de violence et de loyauté. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux sauvages et privés de sommeil. Il tenait le pistolet d'une main ferme et experte, pointé directement sur sa poitrine. Cassidy ne lâcha pas la spatule. Elle ne cria pas. Elle regarda le pistolet, puis leva les yeux vers lui. « Les œufs vont brûler, dit-elle. » Larkin cligna des yeux. Le brouillard du sommeil et de l'adrénaline se dissipa. Il baissa lentement le pistolet, enclenchant la sécurité, avec un clic qui résonna dans la cuisine silencieuse. « Je pensais que tu étais un intrus, » dit-il d'une voix rauque, encore enrouée par le sommeil. « J'ai senti l'odeur de la nourriture. Personne ne cuisine ici. Je t'avais dit que le petit déjeuner serait servi à 7 heures. » Cassidy se retourna vers la cuisinière et retourna une crêpe. Elle atterrit parfaitement. « Vous voulez du café? J'ai trouvé un sac de grains qui coûte plus cher que ma première voiture, mais je crois que le moulin est bloqué. » Larkin se dirigea vers l'îlot, rangeant son arme dans son étui, à l'arrière de son dos, avec autant de désinvolture que s'il s'agissait d'un téléphone portable. Il passa une main sur son visage. Il avait l'air épuisé, d'une fatigue profonde que l'argent ne pouvait guérir. « Vous êtes vraiment en train de le faire, » dit-il d'un ton perplexe. « Vous êtes vraiment en train de préparer le petit déjeuner. J'ai besoin d'argent, Monsieur Morris, et les enfants doivent manger. » « Ils ne mangeront pas ça, » dit-il d'un ton neutre. « Ils ne mangent que des céréales bourrées de sucre. Si vous essayez de leur donner quelque chose de vert ou de fait maison, ils le jettent. On verra bien. » À ce moment-là, le bruit de pas annonça l'arrivée de l'ouragan. Dante entra le premier, suivi de ses 2 frères jumeaux. Cassidy avait appris leur nom grâce au dossier que Larkin avait laissé sur le comptoir. Rocco et Enzo. Ils s'arrêtèrent net dans l'embrasure de la porte. Ils portaient des pyjamas en soie assortis. On aurait dit de minuscules cadres d'entreprise en colère. « C'est quoi cette odeur? » demanda Rocco en plissant le nez. « Ça sent la bouffe de paysans, » ricana Enzo. Dante se dirigea vers l'îlot. « On veut des bombes de sucre dans les bols rouges avec du lait chocolaté. » Larkin s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. Il observait Cassidy, attendant qu'elle craque. C'était généralement à ce moment-là que les nounous commençaient à supplier ou à pleurer. Cassidy empila des pancakes dorés et moelleux. Elle ajouta 2 tranches de bacon croustillant et un œuf au plat parfait à côté. Elle versa du sirop d'érable chaud sur les pancakes, du vrai sirop, pas cette cochonnerie de sirop de maïs. Elle posa 3 assiettes sur la table. « Asseyez-vous, dit-elle. »« Non, répondit Dante.
Il tendit la main vers une boîte de céréales posée sur le comptoir. Cassidy fut plus rapide que lui. Elle attrapa la boîte de bombes sucrées. « Hé, Dante cria, rends-la moi. Mon père dit qu'on peut manger ce qu'on veut. »« Ton père m'a engagé pour te garder en vie, » dit calmement Cassidy. « Le sucre, c'est pour le week-end. Les protéines, c'est pour les jours d'école. Assieds-toi et mange, ou tu iras à l'école le ventre vide. Je m'en fiche. » Dante regarda Larkin. « Papa, vers là. Elle a volé mes céréales. » Larkin ne bougea pas. Il regardait la vapeur s'élever des pancakes. Son estomac poussa un grognement traître. « Papa! » hurla Dante. « Goûte le bacon, Dante, » dit doucement Larkin. Les garçons avaient l'air trahis. Le front uni s'effondrait. Rocco était le maillon faible. Il renifla l'air. Il regarda le bacon. Il était cuit à la perfection. La graisse était juste comme il fallait. Il grimpa sur un tabouret de bar. Traître. Dante siffla. Rocco prit une bouchée de bacon. Ses yeux s'écarquillèrent. Il prit une bouchée de crêpes. Il ne dit rien. Il se contenta d'en prendre une autre bouchée. Enzo fit de même. Dante se retrouva seul, tel un petit dictateur perdant son armée. Il regarda Cassidy avec une haine pure. Puis il regarda ses frères, qui savouraient leur repas. Sa résolution se brisa. Il s'assit et piqua agressivement une crêpe avec sa fourchette. Le silence s'installa dans la cuisine, seulement rompu par le bruit des fourchettes et la mastication des trois garçons affamés. Cassidy versa une tasse de café noir et la fit glisser sur l'îlot vers Larkin. « Noir avec 2 sucres, comme tu l'avais pris au restaurant, » dit-elle. Larkin fixa la tasse. Il ne lui avait pas dit comment il prenait son café. Elle s'en était souvenue grâce à la commande qu'elle avait ratée. Il prit une gorgée. Il était parfait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à voix basse pour que les garçons ne l'entendent pas. « Vous gérez une alerte à l'arme chimique. Vous tenez tête à un homme armé. Et vous arrivez à faire manger des œufs à ces 3 petits démons. Vous n'êtes pas seulement une serveuse, Cassidy. Je suis une mère, dit-elle en commençant à récurer les casseroles. Nous sommes habitués aux terroristes. Nous les appelons simplement des bambins. » Larkin observait ses gestes. Elle était efficace, gracieuse et absolument pas intimidée par sa richesse ou sa violence. Pour la première fois en 3 ans, depuis la mort de sa femme, le nœud d'angoisse dans sa poitrine se desserra légèrement. Mais la paix ne pouvait durer. Elle n'avait jamais duré dans la maison des Morris. Le téléphone de la cuisine sonna. Une sonnerie de téléphone fixe à l'ancienne, désagréable. Le visage de Larkin se durcit instantanément. Le père disparut. L'aube revint. Il arracha le combiné du mur. « Oui, répondit-il. » Il écouta pendant 3 secondes. Ses jointures blanchirent tandis qu'il serrait le téléphone. « Quand? » Une autre pause. « Gardez-les là. J'arrive. » Il raccrocha le combiné si violemment que le plastique se fissura. « Les garçons, » dit Larkin. « Montez, habillez-vous. Le chauffeur vous emmène à l'école plus tôt. »« Mais je n'ai pas fini mes œufs, » protesta Enzo. Larkin rugit. Les garçons se précipitèrent hors de leur tabouret et coururent. Ils connaissaient ce ton. C'était le ton des affaires. Larkin se tourna vers Cassidy. Ses yeux bleus étaient désormais glacés. « Restez dans la maison, » ordonna-t-il. « N'ouvrez la porte à personne, ni au facteur, ni au jardinier, ni au pape. Vous comprenez ce qui se passe? » demanda Cassidy en s'essuyant les mains avec une serviette. « Des problèmes, » répondit-il. Il se dirigea vers la porte en attrapant sa veste. Il s'arrêta et se retourna vers elle. « Il y a une pièce sécurisée derrière le garde-manger. Koto est le 9911. Si tu entends du verre se briser, tu te réfugies là-dedans. »« Monsieur Morris, » Larkin, dit-il en l'interrompant. « Et Cassidy, bon petit déjeuner. » Puis il partit, la laissant seule dans la cuisine silencieuse avec 3 assiettes vides et un sentiment persistant d'angoisse. La maison était une belle cage dorée, mais une cage quand même. À midi, Cassidy avait exploré les zones autorisées. La bibliothèque était remplie d'éditions originales qui n'avaient jamais été ouvertes. Le salon offrait une vue sur le détroit de Staten Island, gris et agité sous le ciel couvert. Toutes les fenêtres étaient renforcées par ce qui semblait être du polycarbonate par balle. Elle essaya de s'occuper. Elle fit la lessive du garçon et trouvant un couteau à cran d'arrêt dans la poche de Dante qu'elle confisqua. Elle rangea la salle de jeu, mais le silence était pesant. Elle vérifia son compte bancaire sur son téléphone. Le découvert était toujours là. Larkin ne l'avait pas encore payé, il avait dit que ce serait hebdomadaire. Elle devait survivre à la semaine. À 13 heures, l'interphone sonna. Cassidy se figea. N'ouvre la porte à personne, elle s'approcha du moniteur vidéo dans le couloir. Sur l'écran, il y avait un homme. Il n'avait pas l'air d'un homme. Il portait un trench coat beige et un fedora,
comme s'il incarnait un détective des années 1940. Il tenait une grande enveloppe plate. « Livraison pour Monsieur Morris », dit l'homme à la caméra. Il avait un fort accent, peut-être russe ou d'Europe de l'Est. « Laissez-la à la porte », dit Cassidy dans l'interphone d'une voix calme. « Il faut une signature », insista l'homme. Il sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Des documents juridiques très importants. « Monsieur Morris n'est pas chez lui. Revenez plus tard. » L'homme fixait l'objectif de la caméra comme s'il pouvait la voir à travers. « Vous devez être la nouvelle, la serveuse. » Cassidy sentit son sang se glacer. Comment le savait-il? « Laissez le colis ou quittez la propriété, » dit-elle. « J'appelle la police. » L'homme rit. C'était un rire sec et rauque. « La police, c'est drôle. Dites à Larkin que Victor Kova lui passe le bonjour et qu'il devrait vérifier les freins de la Mercedes. » L'écran devint noir lorsque l'homme se retourna et s'éloigna. Vérifier les freins, le cœur de Cassidy battait à tout rompre dans sa poitrine. Les garçons étaient partis en voiture ce matin, non pas avec Larkin, mais avec un chauffeur. Elle chercha son téléphone à tâtons. Elle n'avait pas le numéro de Larkin. Elle avait le numéro de la maison à côté de laquelle elle se trouvait. Elle fouilla frénétiquement les tiroirs de la cuisine à la recherche d'un carnet d'adresses. Rien. Elle se souvint du bureau. « N'entre pas dans mon bureau », elle s'en moquait. Elle courut dans le couloir jusqu'aux doubles portes en acajou verrouillées. Elle prit une épingle à cheveux. Elle avait déjà crocheté des serrures, une fois lorsqu'elle avait laissé ses clés dans la caravane, et plusieurs fois pour entrer dans le restaurant lorsque Jerry était en retard. C'était une serrure haut de gamme, mais le mécanisme était le même. Clic. La porte s'ouvrit. Le bureau sentait le cuir et le tabac. Un immense bureau dominait la pièce. Derrière, un mur d'écran affichait les images des caméras de surveillance de toute la ville. Elle scruta le bureau. Un registre, un humidor, un smartphone. Elle attrapa le téléphone. Il était verrouillé, mais un bouton d'appel d'urgence était visible. Elle composa le seul numéro qu'elle connaissait et qui pourrait l'aider. Pas le 911, l'homme à la porte avait ri de la police. Elle appuya sur la touche de rappel de l'extension fixe posée sur le bureau. Le téléphone sonna une fois. « Quoi? » La voix de Larkin. On aurait dit qu'il se trouvait dans une soufflerie. « C'est Cassidy! » cria-t-elle. « Un homme était ici. Il a dit qu'il s'appelait Victor Kova. Il a dit de vérifier les freins de la Mercedes. » Il y eut un silence si profond à l'autre bout du fil qu'elle crut que la communication avait été coupée. « Larkin, écoute-moi. »« Larkin, dit-il d'une voix terriblement calme. Où sont les garçons? À l'école. Tu les as envoyés avec le chauffeur. Quelle voiture? Je ne sais pas. Un SUV noir. J'ai des SUV noirs. Cassidy, cria-t-il alors. Elle entendit un moteur vrombir en arrière-plan, des pneus crissés. A-t-il dit autre chose? Il m'a appelé la serveuse. Il savait qui j'étais. Merde, jura Larkin. Kova surveille la maison. Cassidy écouta attentivement. Les garçons sont à l'Académie Saint-Jude. C'est à 6 kilomètres d'ici. Je ne peux pas y arriver à temps. Mes hommes sont bloqués à Brooklyn. C'est un piège. Que veux-tu que je fasse? Tu sais conduire? Je conduis une Honda Civic de 2004 avec un embrayage qui colle. Va au garage. Prends l'Audi bleu. Les clés sont sur le contact. Va à l'école. Va les chercher. Ramenez-les à la maison et fermez à clé. Moi? Vous voulez que j'y aille? Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour l'instant, car vous êtes la seule que Kova ne soupçonne pas d'être impliqué. Il pense que vous n'êtes qu'une employée. Surprenez-le. Si j'abîme l'Audi, ça sera déduit de mon salaire. Elle cria. Si tu sauves mes fils, je t'achèterai cette fichue Audi. Vas-y. La ligne fut coupée. Cassidy laissa tomber le téléphone. Elle courut. Elle fit irruption dans le garage. C'était un véritable showroom de voitures exotiques. Une Lamborghini, une Mustang Vintage, 2 énormes SUV et une élégante Audi R8 bleue. Elle sauta à l'intérieur. L'intérieur sentait le cuir neuf. Elle appuya sur le bouton de démarrage. Le moteur rugit et se mit en marche avec un grondement qui fit trembler le sol en béton. « OK. » Elle respira, agrippant le volant. Tout comme la Civic, mais avec 500 chevaux de plus. Elle enclencha la marche arrière. La porte du garage s'ouvrit. Cassidy Hart, serveuse, mère et désormais chauffeur de fuite, sortit en trombe de l'allée. Le gravier jaillissait derrière elle comme des rafales de mitrailleuses. Elle roulait vite. L'Audi se conduisait comme dans un rêve, slalomant dans le trafic de Staten Island. Elle brûla 2 feux rouges. Elle s'en moquait. Elle arriva à la St. Jude's Academy en 6 minutes. C'était une école fortifiée, avec de hauts murs de briques et un gardien à l'entrée. Elle fit glisser l'Audi jusqu'au trottoir, manquant de peu une borne d'incendie. Elle sauta hors de la voiture, laissant le moteur tourner.
Je suis ici pour les garçons Morris, dit-elle au gardien, essoufflé. Je, demanda le gardien en regardant son uniforme de serveuse avec scepticisme. Je suis la nounou que Larkin m'a envoyée. Il y a une menace pour la sécurité. J'ai besoin d'une autorisation, madame. Monsieur Morris appelle généralement. Regardez la voiture. Elle désigna la R8. Qui d'autre conduit ça? Le gardien hésita, puis un bruit sourd retentit au loin. Ce n'était pas un coup de feu, mais le bruit du métal frottant contre le métal. Au bout de la rue, un SUV noir venait de tourner au coin. Il fit une embardée violente et percuta un camion de livraison garé. De la fumée s'échappait du capot. « C'est eux! » cria le garde. « C'est le transport Morris. » Cassidy n'attendit pas la permission. Elle sprinta vers l'accident. Le SUV était une épave. L'avant était enfoncé. Le conducteur, un homme costaud nommé Tony, était affalé sur l'airbag, inconscient. À l'arrière, les triplés hurlaient. Cassidy ouvrit la porte arrière. « Sortez! » cria-t-elle. « Détachez vos ceintures maintenant! » Dante la regarda, le front ensanglanté par une petite coupure. Il avait l'air terrifié. Son arrogance avait disparu. Ce n'était plus qu'un petit garçon. « Cassidy, » gémit-il. « Bouge, Dante. Aide tes frères. » Elle se pencha pour détacher Enzo et Rocco. Elle les traîna sur le trottoir juste au moment où une berline noire s'arrêtait dans un crissement de pneus derrière l'épave. Deux hommes cagoulés sautèrent de la berline. Ils tenaient des battes de baseball. Ils n'étaient pas là pour tuer. Ils étaient là pour kidnapper. Cassidy poussa les garçons derrière elle. Elle chercha une arme autour d'elle. Il n'y avait rien, juste des débris provenant de l'accident. Elle repéra le rétroviseur latéral du camion de livraison qui avait été arraché. C'était un lourd morceau de métal et de verre fixé à une tige métallique. Elle s'en empara. Le premier homme se jeta sur elle. « Attrape les enfants !» a-t-il crié à son complice. Cassidy n'a pas reculé. Elle a brandi le rétroviseur du camion avec toute la force d'une femme qui avait porté des plateaux de vaisselle lourds pendant 8 ans. Crac! La tige métallique a frappé le genou de l'homme. Il a hurlé et s'est effondré. Le deuxième homme hésita. Il regarda la serveuse qui tenait un morceau de camion comme une masse médiévale. Il regarda l'Audi qui tournait au ralenti à 15 mètres de là. Puis il regarda les sirènes qui hurlaient au loin. « Abandonnez !» cria-t-il en traînant son complice vers la berline. Ils partirent en temps de trombe juste au moment où les agents de sécurité de l'école arrivaient en courant, les mains sur leurs étuis. Cassidy laissa tomber le miroir. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Dante, Rocco et Enzo s'accrochaient à ses jambes, enfouissant leur visage dans son tablier taché de graisse. Ils sanglotaient. « Tout va bien, » murmura-t-elle en caressant les cheveux de Dante. « Je suis là. Les dames du petit déjeuner sont là. » Un instant plus tard, le téléphone de l'Audi sonna à travers la vitre ouverte. C'était Larkin, mais Cassidy ne répondit pas. Elle était occupée à vérifier que les garçons n'avaient pas de fractures, ignorant le fait qu'elle venait de remporter une bataille de rue contre la mafia. La guerre avait commencé, et Cassidy Hart se trouvait en plein milieu. L'arrivée de Lark et Morris sur le lieu de l'accident fut un exemple de chaos contrôlé. 3 SUV blindés s'arrêtèrent dans un crissement de pneus, encerclant l'épave et l'Audi. Des hommes armés de fusils d'assaut en sortirent, formant un périmètre si étroit qu'une mouche n'aurait pas pu passer sans permission. Larkin fut le premier à sortir du véhicule de tête. Il ne ressemblait pas à un aurore à ce moment-là. Il ressemblait à un père terrifié. Il sprinta vers le trottoir où Cassidy était assise sur le bord. Les 3 garçons se blottissaient sous ses bras comme des poussins sous une poule. Dante, Rocco, Enzo. Les garçons se sont échappés de l'étreinte de Cassidy et ont couru vers lui. Larkin s'est agenouillé sur l'asphalte mouillé, sans se soucier de son pantalon en soie. Il les a tous les 3 pris dans ses bras, enfouissant son visage dans leur cou, sentant leurs cheveux, vérifiant qu'ils ne saignaient pas. « On va bien, papa », a reniflé Rocco. Cassidy a frappé le méchant avec un rétroviseur de camion. Larkin leva les yeux. Son regard croisa celui de Cassidy. Elle était toujours assise sur le trottoir. L'adrénaline retombait, la laissant tremblante. Son uniforme était en lambeaux, taché de graisse et de pluie. Ses cheveux étaient en bataille. Elle semblait petite et fragile devant le décor de métal tordu et de gardes armés. Larkin se leva, gardant une main sur l'épaule de Dante. Il s'approcha d'elle et lui tendit la main. « Lève-toi », dit-il. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplication. Cassidy prit sa main. Sa poignée était chaude et cailleuse. Il la tira pour la mettre debout, mais ses genoux fléchirent. Il la rattrapa, passant son bras autour de sa taille pour la stabiliser. « Tu es blessé, » dit-il, remarquant l'égratignure sur sa joue où un morceau de verre volant l'avait effleuré. « Je vais bien, balbutia-t-elle. « L'Audi? »
Je crois que j'ai rayé les jantes. Larkin la regarda d'un air incrédule. Tu as sauvé tout mon univers, Cassidy, et tu t'inquiètes pour les jantes. Il se tourna vers son chef de la sécurité, un homme nommé Dominic avec un tatouage sur le sourcil. Brûle le SUV, laisse l'Audi pour que la police la trouve, efface toutes les traces. On se fait discret. Le manoir, demanda Dominic. Il est compromis, cracha Larkin. On va à la planque. Protocole 0. Attends, dit Cassidy en s'éloignant de lui. Je ne peux pas aller à la planque. Larkin se tourna vers elle, les yeux brûlants. Tu es une cible maintenant. Kova connaît ton visage. Il sait que tu t'es immiscé. Si je te laisse ici, tu seras morte avant le coucher du soleil. J'ai un fils, hurla Cassidy en retour, la férocité dans sa voix égalant celle de son mari. Toby, il est chez mon voisin dans le Queens. Je ne vais nulle part sans lui. Larkin marqua une pause. Les garçons les regardaient, les yeux écarquillés. Il a 5 ans, dit Cassidy, la voix brisée. Il a besoin de son inhalateur. Si vous voulez que je vienne, nous allons chercher Toby. Sinon, vous pouvez me tirer dessus ici même. Larkin regarda Dominic. Envoyez l'unité 4 dans le Queens. Adresse? 42B, Gardiner Street, dit rapidement Cassidy. La voisine est Madame Higgins. Elle est âgée. Ne lui faites pas peur, s'il vous plaît. Et apportez le nébuliseur de Toby. C'est pour ça, dit Larkin. Montez dans la voiture. La maison sécurisée n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en pavillon de chasse, enfouie au cœur des montagnes Catskill, à 3 heures au nord de la ville. Le trajet fut long et tendu. La pluie s'était transformée en une épaisse brume qui s'accrochait aux arbres. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur l'allée de gravier, la nuit était tombée. Le pavillon était rustique mais luxueux, construit en bois massif et en pierre. À l'intérieur, ça sentait le pain et le désuétude. Des bâches recouvraient les meubles. Dominic balaya le périmètre. Luca, mette le générateur à pleine puissance. Je veux surveiller tous les accès. Lenin aboya ses ordres tandis qu'il faisait entrer les garçons et Cassidy. Cassidy avait l'impression de marcher dans un rêve très angoissant, très dangereux. 1 heure plus tard, un autre SUV arriva. Cassidy faisait les 100 pas dans le salon lorsque la porte s'ouvrit. Un garçon de 5 ans, endormi et confus, aux cheveux bruns en bataille et aux lunettes épaisses, entra en titubant, serrant dans ses bras un ours en peluche usée. Maman Toby. Cassidy courut vers lui et le prit dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son cou, sanglotant de soulagement. Il sentait la vanille et les boules de naphtaline de Madame Higgins. « Pourquoi y a-t-il de grands hommes avec des armes? » demanda Toby en ajustant ses lunettes. « Ce sont des amis, mentit Cassidy. Nous sommes en vacances, en aventure, dit-elle en se retournant pour voir Larkin qui les observait. Il était appuyé contre la cheminée en pierre, un verre de whisky à la main. Son expression était indéchiffrable, un mélange de nostalgie et de tristesse. Il observait une mère aimer son fils et se souvenait peut-être d'une époque où sa propre maison avait connu ce genre de chaleur. Les triplés jetaient un œil derrière le canapé. Ils n'avaient jamais vu un enfant comme Toby. Toby portait des vêtements usagés qui étaient légèrement trop grands. Ses baskets avaient des velcro parce que les lacets étaient cassés. « Qui est-ce? » demanda Dante avec méfiance. « C'est Toby, » répondit Cassidy en s'essuyant les yeux. « C'est mon fils, et tu vas être gentil avec lui. » Dante s'approcha de Toby. Il le regarda de haut en bas. « Tu as une PlayStation? » demanda Dante. Toby secoua la tête. « J'ai un bâton qui ressemble à une épée, » répondit-il. Dante réfléchit. « Montre-moi. » Et juste comme ça, la diplomatie était conclue. Les 4 garçons coururent vers les chambres. Le langage universel du jeu avec des bâtons comblait le fossé entre les héritiers milliardaires et un enfant du parc de Caravan. Plus tard dans la nuit, la maison était calme. Les garçons dormaient dans la suite parentale, tous les 4 dans l'immense lit king size. Car Toby avait peur et, étonnamment, Rocco avait insisté pour qu'il reste. Cassidy était assise à l'îlot de la cuisine. Elle avait trouvé une trousse de premiers secours et essayait de mettre un pansement sur son coude qu'elle s'était écorché sur le trottoir. C'était un angle difficile. « Laisse-moi faire », dit une voix grave. Larkin sortit de l'ombre. Il avait retiré sa veste de costume et retroussé ses manches. Il lui prit le pansement des mains. Son toucher était étonnamment doux. Il nettoya l'égratignure avec un antiseptique. Il fronça les sourcils, concentré. « Tu te battes bien, dit-il doucement. Où as-tu appris à manier un tuyau comme ça? »« Mon ex-mari, » répondit Cassidy d'une voix neutre. Il aimait boire. J'ai appris que si on frappe en premier, on n'a pas à s'excuser après. La main de Larkin s'arrêta, sa mâchoire se crispa. Il est toujours dans le coin, il est en prison. Vol de voiture,
C'est un bon endroit pour lui, murmura Larkin. Il termina le bandage. Il ne lâcha pas son bras immédiatement. Il suivit du pouce la veine bleue à peine visible sur son poignet. L'air dans la cuisine devint lourd, chargé d'une électricité statique qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. Cassidy leva les yeux vers lui. Il était dangereusement proche. Elle pouvait voir le reflet doré dans ses yeux bleus. « Tu as sauvé mes fils », dit-il d'une voix rauque. « Je ne pourrai jamais te rembourser une telle dette. Dis-moi ce que tu veux, Cassidy. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas de ton argent, Larkin, » murmura-t-elle. « Alors que veux-tu? Je veux savoir que nous sommes en sécurité. Que Toby est en sécurité. Je brûlerai le monde entier avant de laisser quiconque le toucher, » jura Larkin. Et en voyant la noirceur dans ses yeux, Cassidy le crut. Il se pencha vers elle. Pendant une seconde, elle crut qu'il allait l'embrasser. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle le voulait. Que Dieu lui vienne en aide. Elle voulait que le monstre l'embrasse. Mais il se recula. C'était un homme discipliné, et il savait que franchir cette ligne compliquerait tout. « Va dormir, » dit-il brusquement en se détournant. « Je prendrai le premier quart. » Le matin dans la maison sécurisée apporta un sentiment trompeur de paix. Dehors, la tempête était passée, laissant les Catskills baignés d'une lumière éclatante. À l'intérieur, Cassidy était dans son élément. Elle posa un plateau de biscuits frais sur l'îlot de la cuisine. L'odeur de la sauce à la saucisse avait réveillé les garçons et la dynamique avait changé du jour au lendemain. Toby était en train d'expliquer l'histoire de son dessin animé préféré à un public composé de 3 futurs parrains de la mafia. Et puis le robot se transforme en camion, expliqua Toby en agitant les mains. Cool, souffla Enzo. Papa, on peut l'acheter un robot qui se transforme en camion? Larkin était assis en bout de table, buvant son café noir. Il avait l'air épuisé. Il fixait son téléphone, faisant défiler les messages avec son pouce, de plus en plus agité. La fuite venait de la maison. Il le dit à Cassidy à voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Les experts en criminalistique numérique ont détecté un signal sortant juste avant que nous quittions le manoir. Quelqu'un de mon entourage proche nous a trahis. Cassidy sentit un frisson la parcourir. Qui? C'est ce que nous allons découvrir. Larkin sortit pour s'entretenir avec Dominic et les gardes du périmètre. Cassidy commença à débarrasser la table du petit déjeuner. En ramassant le sac à dos de Toby pour le suspendre, elle fronça les sourcils. C'était un vieux sac Spider-Man effiloché, mais la poche avant semblait lourde, trop lourde pour contenir un jouet. Elle ouvrit la fermeture éclair. Cousu dans la doublure se trouvait un petit appareil noir qui clignotait d'une lumière rouge rythmée, un transpondeur militaire. Son sang se glaça. Le traceur n'était pas sur elle. Il était sur Toby. « Toby ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Qui t'a donné ce sac à dos? » Le tien avait une sangle cassée. « Monsieur Dominic » répondit Toby innocemment. « Il m'en a donné un nouveau quand il est venu me chercher. Il a dit qu'il était cool. » Dominic, le chef de la sécurité de Larkin, l'homme qui se tenait dehors en ce moment même, protégeant Larkin. Cassidy se précipita vers la fenêtre. Dehors, Larkin se tenait près du tas de bois. Il tournait le dos à Dominic. Elle regarda la main de Dominic se diriger vers son étui, détachant la sangle de sécurité. « Non !» s'écria Cassidy. Elle ouvrit la porte arrière et hurla. « Larkin, derrière toi !» Larkin n'hésita pas. Il se mit en position de combat juste au moment où Dominic tirait. La balle destinée au crâne de Larkin brisa la fenêtre au-dessus de Cassidy, la couvrant de verre. Eddie la couvrant de baume. Larkin se retourna, sortant son arme dans un mouvement flou. Bang! Bang! 2 coups de feu dans la poitrine. Dominic fut projeté en arrière et atterrit lourdement dans les feuilles mouillées. Mais ce n'était pas fini. Depuis l'arbre, des coups de feu étouffés éclatèrent, déchiquetant le bois du porche. « Entre !» rugit Larkin en sprintant vers la maison. Il poussa Cassidy à travers la porte et verrouilla le loquet alors que les balles éclataient le lourd chêne. « Montez à l'étage, dans la baignoire, tout de suite !» Ils se précipitèrent dans les escaliers, traînant les garçons hurlant jusqu'à la salle de bain principale. Larkin les poussa tous dans l'immense baignoire en marbre. « Restez baissés », ordonna-t-il en vérifiant son chargeur. « Chérie, la porte d'entrée a été enfoncée. Des bottes lourdes martèlent le plancher. »« Larkin Morris », dit une voix qui venait de Victor Cover. « Sors, petit roi. J'ai une proposition commerciale à te faire. » Larkin regarda Cassidy, les yeux brûlants d'une intensité désespérée. « Il y a une fenêtre dans cette salle de bain, » murmura-t-il. « Elle mène au toit de la véranda. Saute sur le banc de neige et cours vers l'est jusqu'à la vieille cabane de chasse. Attends-moi là-bas. Nous ne te laisserons pas. » Cassidy lui saisit le bras. « Tu dois le faire.
Il sortit une clé de sa poche et la glissa dans sa main. « Si je ne reviens pas, dis à mes garçons que leur père les aimait. » Il se pencha vers elle et l'embrassa fougueusement, avec un goût de peur, de café et de finalité. « Dis-leur d'écouter la serveuse. » Il se leva et arma son pistolet. « Va-t'en maintenant. » Larkin ouvrit la porte de la salle de bain d'un coup de pied et entra dans la chambre pour attirer leur tir. « Tu me veux, Cover? Viens me chercher. » Des coupes de feu éclatèrent dans la chambre. Cassidy ne gâcha pas ce sacrifice. Elle ouvrit la fenêtre. « Dehors !» ordonna-t-elle aux garçons. Rapide comme une ninja, elle les poussa un par un sur le toit. En sortant, elle jeta un dernier regard en arrière. Larkin était derrière un matelas renversé, tirant sur la porte, seul contre une armée. Cassidy sauta dans la neige, attrapa les garçons et courut dans l'obscurité glaciale, laissant derrière elle le seul homme qui l'avait jamais fait se sentir en sécurité. Les bois étaient un paysage infernal gelé. La neige arrivait aux genoux, recouverte d'une croûte de glace qui se brisait à chaque pas, comme des os craquants. Cassidy menait le groupe, portant Toby sur son dos, tandis que les triplés suivaient derrière, vêtus de leurs manteaux coûteux qui les protégeaient un peu contre le vent glacial. « Cassidy !» murmura Dante, les dents claquant violemment. « Je ne sens plus mes orteils. » Cassidy s'arrêta. L'adrénaline s'estompait, remplacée par la réalité mordante du froid. Ils étaient perdus. Ils gelaient et ils étaient pourchassés. Elle regarda les garçons. Les héritiers de l'Empire Morris étaient terrifiés et tremblaient. Si elles continuaient à courir, le froid les emporterait. S'ils survivaient, la nuit les traquerait un par un. Non, pensa-t-elle, une étincelle de colère s'allumant dans sa poitrine. Je ne suis pas seulement une serveuse. Je suis la femme qui a élevé un fils avec le salaire minimum. Je suis la femme qui a fait manger des crêpes à Lark et Morris. Elle posa Toby sous un énorme sapin où le sol était sec. « Écoute-moi, » dit-elle en s'agenouillant à hauteur de ses yeux. « Nous n'allons pas mourir ici, Dante. Rapproche tes frères de toi. Couvrez-vous avec ces branches de pin. Ne bougez pas. Ne faites pas de bruit. »« Où vas-tu? » demanda Rocco, les yeux écarquillés. Cassidy se leva et attrapa une pierre dentelée de la taille d'un pamplemousse. « Je vais chercher mon chèque de paye. » Cassidy ne courut pas vers le lodge. Elle partit à la chasse. Le lodge était en feu. Les hommes de Cover l'avaient incendié. La lumière orange vacillait sur la neige, illuminant la clairière où 3 véhicules tournaient au ralenti. Au centre, Larkin était à genoux. Il était vivant, mais à peine. Son visage était un masque de sang, les mains attachées derrière le dos avec des liens en plastique. Victor Kova se tenait au-dessus de lui, appuyant un pistolet contre la tempe de Larkin, fumant un cigare avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui avait déjà gagné. « Signe le transfert, Larkin », exigea Kova. « Donne-moi les racines et je te ferai une faveur. » Larkin cracha du sang sur les chaussures cirées de Kova. « Va au diable. » Kova soupira et arma le chien. « Comme tu veux. » Cassidy était à 30 mètres. Elle avait une pierre. Ils avaient des armes, mais elle avait l'effet de surprise. Elle ne se faufila pas. Elle siffla ce son aigu et perçant qu'elle utilisait pour rappeler l'ordre dans le restaurant. Toutes les têtes se tournèrent vers l'arbre. Même Cover leva les yeux. « Hé !» cria Cassidy en entrant dans la lumière. « Table 4, vous avez oublié votre pourboire. » Pendant une seconde, ils furent paralysés par la confusion. Cette seconde lui suffit. Cassidy lança la pierre. Elle vola dans les airs et s'écrasa sur le rétroviseur latéral de l'énorme Ford F-150 qui tournait au ralenti à proximité. Le conducteur sursauta et se tourna vers le bruit. « Attrapez-la !» hurla Kova en éloignant son arme de Larkin. Cassidy sprinta et plongea, glissant sur le ventre sur la glace juste sous le châssis du camion. Larkin profita de la distraction. Avec un rugissement de rage primitive, il bondit et enfonça sa tête dans l'estomac de Kova. Alors que Kova se pliait en deux, Larkin pivota et asséna un coup de pied dévastateur au genou de l'homme. L'os se brisa dans un craquement écœurant. Cassidy se précipita dans la cabine du camion. Elle ne savait pas comment faire fonctionner un chasse-neige, mais elle comprenait la physique. Un gros camion heurte des petits hommes. Elle enfonça la levier de vitesse en position « drive » et appuya à fond sur l'accélérateur. Le camion fit une embardée vers l'avant. La lame du chasse-neige heurta le premier garde, le projetant dans un banc de neige. Le deuxième plongea pour l'éviter, perdant son fusil. Cassidy enfonça les freins, faisant tourner le camion afin que les phares aveuglent les hommes restants. Larkin bougeait maintenant. Il s'était laissé tomber au sol et manœuvrait ses mains liées pour attraper le fusil tombé. Bang! Bang! 2 coups de feu précis. Les gardes s'effondrèrent. Le silence envahit la clairière, à l'exception du rugissement du feu.
Cassidy sauta hors du camion, serrant un démonte-pneus, la poitrine haletante. Larkin se leva, titubant. Il la regarda avec incrédulité. « Tu es revenu, dit-il d'une voix rauque. « J'ai oublié mon sac à main, répondit-elle d'une voix tremblante. Larkin lui tourna le dos. « Détache-moi. » Elle utilisa le démonte-pneus pour couper les attaches. Dès que ses mains furent libres, il ne chercha pas à attraper une arme. Il tendit les bras vers elle. Il saisit son visage entre ses mains ensanglantées et l'embrassa, dans un élan désespéré et brûlant de survie. « Où sont les garçons ?» demanda-t-il en s'écartant. « En sécurité dans les bois. » Un gémissement s'éleva du sol. Victor Kova essayait de ramper pour s'éloigner, traînant sa jambe brisée. Larkin s'approcha de lui. Le masque froid et impassible de l'aube avait disparu. Ce n'était plus que pure vengeance. « Larkin, je t'en supplie, » implora Kova. C'était du business. Juste du business. « Non, » répondit Larkin en baissant les yeux. « Le petit déjeuner, c'est du business. Ça, c'est sortir les poubelles. » Il se tourna vers Cassidy. « Va chercher les garçons. Ne les laisse pas voir ça. » Cassidy acquiesça et courut vers les arbres. Derrière elle, un dernier coup de feu résonna dans les montagnes. Un an plus tard, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres pare-balles du penthouse surplombant Central Park. Cassidy Hart. Cassidy Morris se tenait désormais dans la cuisine. Des jouets jonchaient le sol. Un robot qui se transformait en camion. Un skateboard et un projet scientifique. « À table !» cria-t-elle. La ruée fut immédiate. 4 garçons, Dante, Rocco, Enzo et Toby, se précipitèrent dans la cuisine et se précipitèrent sur les tabourets. Toby avait grandi de 5 cm. Les cheveux de Dante étaient enfin en bataille, comme ceux d'un enfant normal. Larkin entra. Il portait un costume qui coûtait plus cher que son ancien appartement, mais il n'avait pas de cravate et il souriait. Il vola un morceau de bacon dans son assiette. « Voleur !» le gronda-t-elle en lui tapant la main. « Appelle les flics », dit-il en souriant et en l'embrassant sur la tempe. « Ils sont à moi. Assieds-toi. Tu as une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Annule-la, » dit Larkin en s'asseyant à côté de Toby. « Je prends mon petit déjeuner avec ma famille. » Le téléphone rouge accroché au mur sonna, la ligne d'urgence. La pièce devint silencieuse. Le visage de Larkin se durcit. Il décrocha. Morris. Il écouta, les yeux plissés. « C'est vrai. Je dirai à la triade que s'ils mettent un pied sur mon territoire, j'enverrai ma femme. Et croyez-moi, vous ne voulez pas rencontrer la femme qui a fait tomber Victor Kova avec un chasse-neige. » Il raccrocha. « Tout va bien ?» demanda Cassidy en versant le café. « Tout va bien » répondit Larkin en regardant les 4 garçons qui riaient et la femme qui avait sauvé son âme avec une poêle et un cœur d'acier. « Passe-moi le sirop » dit l'aube. Et pour la première fois dans l'histoire de la famille Morris, tout était doux. C'est ainsi qu'une serveuse fauchée est devenue la reine de la pègre new-yorkaise. Elle n'avait pas besoin d'armes ni de badge. Elle avait juste besoin d'une poêle à frire et du courage de tenir bon quand tout le monde s'enfuyait. Qu'avez-vous pensé de la transformation de Cassidy? Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix en retournant chercher Larkin? Faites-moi part de votre révolte dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Si vous avez aimé cette histoire d'amour, de danger et de pancakes, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune histoire. Nous avons une nouvelle romance mafieuse qui sortira mardi prochain, encore plus folle que celle-ci. Merci d'avoir regardé.